Bonjour à tous, bienvenue au Festival des Arts de Belfast, avec lequel l'Institut français du Royaume-Uni est ravi de collaborer une fois encore, cette année pour le 60e anniversaire du festival. Je suis Mathias Rambaud et je dirige le bureau du livre de l'Institut français du Royaume-Uni, où je me trouve actuellement. Et aujourd'hui, pour cette discussion en ligne, j'ai le plaisir d'accueillir deux écrivains français, Gauze et David Fuenquinos. Tous deux nous parleront de leurs livres respectifs qui viennent de paraître en traduction anglaise. Bienvenue à tous les deux. Alors pour ma part, je me trouve en ce moment dans la bibliothèque de l'Institut français du Royaume-Uni à Londres, mais pouvez-vous me dire respectivement où vous vous trouvez tous les deux? Gauze peut-être? Moi, je me trouve à Grand Bassam, une quinzaine de kilomètres d'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Grand Bassam qui était la première capitale coloniale de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est là que je vis la moitié de l'année, notamment pour écrire. D'accord. Et vous, David? Ouais, ça donne envie, ça. Moi, je suis à Paris. J'entends la mer, j'entends la mer. La chance. Moi, j'attends les Champs-Élysées. Très bien. Alors, je vais vous présenter tous les deux pour notre public. David Fuenquinos, vous êtes romancier, scénariste, dramaturge et réalisateur. Vous avez publié près d'une vingtaine de livres. Votre roman La délicatesse a connu un immense succès en France, où il a obtenu de nombreux prix. Et à l'étranger, puisque je crois que le livre a été traduit en près de 40 langues, si je ne me trompe pas, dont l'anglais, naturellement. Le lectorat anglophone vous connaît aussi comme l'auteur du roman Le mystère Henry Pick, qui a même été sélectionné dans l'émission de télévision Walter Presents sur Channel 4. Et au mois de juin dernier, La famille Martin, votre 17e roman, est paru sous le titre The Martins, dans la traduction anglaise de Sam Taylor, aux éditions Gallic. Vous, Gauze, vous êtes également romancier, scénariste, photographe et documentariste, et directeur, je crois encore, d'un journal économique satirique en Côte d'Ivoire. Vous avez aussi écrit le scénario d'un film sur l'immigration des jeunes Ivoiriens, intitulé Après l'océan. Vous-même êtes né en Côte d'Ivoire et vous avez émigré en France à 28 ans. Vous êtes l'auteur de 4 livres et votre premier roman, Debout payé, a été décoré du prix des libraires Gilbert Joseph et il est paru sous le titre Standing Heavy, dans la traduction anglaise de Frank Wynne, ou je devrais dire plutôt traduction irlandaise, puisque Frank Wynne est irlandais, aux éditions MacLeod's Press. Alors, Debout payé, c'est le roman d'Ossiri, un étudiant ivoirien devenu vigile après avoir atterri sans papier en France en 1990. C'est aussi l'histoire politique d'un immigré et du regard qu'il porte sur la France à travers l'évolution du métier de vigile depuis les années 60 jusqu'à l'après 11 septembre. Vous dites qu'il a changé beaucoup de choses. Et peut-être en commençant pour ça, vous dites que le terme sans-papier est très mal choisi pour une personne dans cette situation parce qu'on n'a jamais autant de papier que quand on est sans papier. Bah, tout à fait, tout à fait. Déjà, merci pour l'invitation. Merci et je salue tout le monde là. En Irlande du Nord, là-bas, j'espère qu'ils vont foutre le dawa et qu'ils vont prendre l'indépendance. Moi, tout ce qui demande l'indépendance a mon soutien systématique et je ne le cache pas. Donc voilà. Sans papier, c'est vraiment un terme, c'est une invention assez moderne en fait. Parce qu'on a besoin de désigner des gens souvent parce qu'ils ont de plus caractéristiques. De plus caricatural en fait. Et donc ce livre-là en fait est un livre qui est fait pour démonter les caricatures en fait en réalité. Et donc effectivement un sans-papier en France, en Angleterre ou en Amérique, je vous promets, ça se promène avec des tonnes de papier parce qu'on est tout le temps dans la justification de sa présence, même pour travailler parce qu'ils travaillent tous quoi, plutôt comme beaucoup plus que les autres. Et donc, ils ont toujours besoin de prouver qu'ils ont fait ci, fait ça. Donc, ils sont vraiment, ils sont bardés de papier. Donc, c'est vraiment un faux terme.
En fait, moi, j'aime bien le thème voyageant, par exemple, ou bien voyageur, ou voyager. Voyager, c'est-à-dire que, voilà, on reste dans l'humanité, en fait, qui est l'Homo sapiens sapiens, qui est une espèce voyageante, en fait. Donc, elle est fabriquée pour voyager, physiologiquement. Le cerveau, c'est un truc qui est fait pour s'orienter dans l'espace. C'est pas fait pour faire de la poésie à la base. C'est un organe qui a été détourné. Les grandes jambes qu'on a, notre grande capacité de transpiration et tout ça, toutes ces choses-là sont les caractéristiques d'un animal qui est fait pour voyager. C'est pour ça que sans papier et cette espèce d'assignation sont pour moi une hérésie que j'ai détournée dans ce livre. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me disait en France que c'est de l'ethnologie à l'envers, parce que visiblement il y a de l'ethnologie à l'endroit, parce que on a rarement l'occasion de regarder les sociétés occidentales un peu comme on regarde des fourmis sociales et qu'on décrypte les habitudes et les us sociales. Donc voilà, il y a un peu de tout ça dans Debout Payé. D'accord. Oui, en effet, vous avez raison. Le terme sans-papier est un terme affreusement administratif. Mais pour venir au livre, donc c'est un livre qui est maintenant accessible au lectorat anglophone dans sa traduction anglaise. Vous me le disiez avec une conversation, il a été traduit en italien, en polonais, en croate. Mais de la genèse du livre en France, comment est-il né en France? Comment l'avez-vous avez-vous intéressé des éditeurs à ce livre en France et comment a-t-il été reçu en France? Debout Payé a été tout de suite une espèce d'ovni, en fait, un objet de librairie très couru. Les libraires, ils adorent les livres dont ils peuvent parler facilement, qu'ils peuvent recommander en étant sûr que le lecteur reviendrait avec un sourire ou quelque chose comme ça. Donc le côté satirique, ironique, là, a transformé ce livre très vite en espèce de phénomène de librairie, pas mal, enfin, pas mal. Par contre, un peu moins dans l'establishment, parce que la forme est un peu spéciale. De toute façon, j'écris toujours des livres avec des formes spéciales. Et donc voilà, ça a été très vite, très bien accueilli. Ce qui est drôle, en fait, c'est que moi, je l'ai écrit en Côte d'Ivoire, ce livre. C'est-à-dire que après avoir vécu 11 ans sans discontinuer en France, j'ai décidé de rentrer et me reposer un peu même me reposer de l'occidentalisme et de l'occidentalité qui avait fini par me rendre un peu, je pourrais dire pas dénaturé, mais j'étais fatigué en fait d'avoir toujours à justifier d'être là, d'être tout le temps là, voilà. Et donc je suis rentré en Côte d'Ivoire et puis j'ai décidé d'écrire en fait avec du recul physique même. Donc c'est de Côte d'Ivoire que j'ai eu ce regard sur la France et qui fait qu'en réalité Debout Payé, c'est pas juste un livre d'une position de quelqu'un qui est sans papier, non, c'est surtout un regard sur la société de consommation, un regard sur l'occidentalité ou l'occidentalisme, un regard sur le capitalisme en fait, puisque c'est du point de vue d'un vigile qui est dans une boutique et qui se demande qu'est-ce qu'il fait là et qui il voit là. Donc voilà, donc j'ai pris ces deux positions là de recul pour écrire ce livre qui a été accueilli voilà un peu assez bien des deux côtés, en fait très bien des deux côtés de la Méditerranée. Alors, on parlera de la critique de la société de consommation qui est vraiment très, très présente dans votre livre. Mais avant, parlons peut-être du point de vue qui est très intéressant, le point de vue du vigile. Vous dites que le vigile, c'est celui qu'on ne voit pas, mais qui est censé tout voir. Vous dites aussi que l'ennui de cette profession est tel, quand on passe 10 heures debout à devoir observer les gens se livrer à des achats, qu'il n'y a que deux options. Soit on devient un zombie, comme le chantait Fela Kuti, soit on a une vie intérieure hyper intense, ce qui, en l'occurrence, est votre cas. Alors, j'ai été vigile 6 semaines. Hein. Juste 6 semaines, ça donnait l'impression à toute la France que j'ai été vigile toute ma vie et que c'était un vigile qui écrivait un bouquin, mais c'était plutôt un écrivain qui avait été vigile. Voilà, c'est ça la nuance. Et en tant que documentariste, en plus, je me suis rendu très vite compte que c'était une position incroyablement idéale pour écrire. Enfin, parce qu'en documentaire, tu choisis un point de vue.
Et c'est la première fois que j'étais moi-même dans le point de vue que j'avais choisi et qui était idéal parce que tu pouvais tout voir en étant transparent. Et pourtant, un vigile, c'est costaud, hein, mais tout est fait pour ne pas qu'il soit vu. Et ça pose tout de suite une question, en fait. Surtout quand tu es dans une grande boutique sur les Champs-Élysées ou aux places de la Bastille, dès le premier jour, tu sais que tu ne sers à rien. Dès le premier jour, tu sais que tu ne sers à rien pour des raisons simples. Parce que le crime est exceptionnel, déjà, pour commencer. Et là-bas, le crime, c'est voler, chaparder des trucs. Et d'ailleurs, la première des choses que tu te demandes, mais qu'est-ce qui justifie ton salaire, là? Parce que les gens viennent pas pour voler dans un magasin. Ils viennent pour dépenser. Ils viennent vraiment pour dépenser. Ils viennent accomplir ce pourquoi toute la société leur donne des injonctions. La pub, la télévision, l'Internet. Allez, acheter, acheter. Donc, quand ils vont là-bas, ils s'accomplissent, en fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ne voient pas le vigile. Les personnes ne voient le vigile, sauf l'exceptionnel voleur. Mais encore, il ne justifie pas. Personne ne peut voler en un mois dans un magasin de vêtements. Personne ne peut voler pour 2000 € de vêtements, quoi. Alors que c'est à peu près ça en brut, le salaire d'un vigile. Donc voilà, la position était vraiment idéale pour pouvoir dire les choses sans être vu. Puis tout de suite, j'ai compris que, en plus, tu te rends compte que finalement, ta couleur compte pas, en fait. Elle ne compte que pour la première fois, elle ne compte qu'en tant que couleur. Vraiment, quoi. Pas en tant que personne, mais vraiment en tant que couleur. Le noir qui fait peur, en tant que caricature. Pour une fois, tu justifies ta caricature. Il est costaud et tout ça, et ça, c'est génial. Pour voir sans être vu. Alors vous dites une phrase très intéressante, vous dites le vigile est à la sécurité ce que la vache qui rit est au fromage. Est au fromage, ouais. Ben, voilà, il sert à rien, quoi. Il ne sert vraiment à rien, il ne compte pas dans l'histoire. Il ne compte pas dans l'histoire. De toute façon, si quelqu'un sort une Kalachnikov dans un magasin, c'est pas le vigile qui va intervenir. Et ça, c'est le 11 septembre, à partir du 11 septembre, qui a montré ça, quoi. Donc voilà, donc c'était surtout l'idéal de la position. C'est une espèce d'épouvantail dans un champ de blé, quoi. Et là, pour le coup, c'est un vrai champ de blé, avec beaucoup de blé. Ouais. Alors, si Debout payé, c'est un peu le réel qui bascule dans la littérature, la famille Martin, David, c'est un peu l'inverse en somme. C'est l'histoire d'un romancier en panne d'inspiration qui décide de descendre dans la rue, d'aborder la première personne qu'il voit et d'en faire le sujet de son livre. Et c'est ainsi que votre narrateur, David, entre dans la famille Martin. Et en bouleversant leur quotidien, en quelque sorte, ça donne la matière de votre livre. Vous retournez en quelque sorte le titre de la pièce de Pirandello, 6 personnages en quête d'auteur. Chez vous, c'est un auteur en quête de 6 personnages qu'il va trouver. Ouais, c'est exactement ça. Donc, on pourrait dire que c'est de l'ethnologie à l'envers, voilà. Donc, on est raccord au moins là-dessus. Moi, c'est pas forcément le point de départ du romancier. D'ailleurs, c'est un jeu avec la fiction, puisqu'on se demande si c'est moi, si c'est pas moi. La plupart des lecteurs qui ont lu ce livre, d'ailleurs, pensent que j'ai fait exactement toute cette histoire et je laisse planer cette ambiguïté-là. Au-delà du manque d'inspiration, c'était surtout une fatigue de la fiction. Moi, j'ai toujours écrit des romans et donc j'ai laissé croire que pourquoi écrire un nouveau roman puisque n'importe quelle personne croisée serait potentiellement intéressante. Voilà, à décrire. Toute vie a forcément sa part de complexité. Même l'ennui peut être palpitant. Donc, c'est vrai que je me suis dit, voilà, l'écrivain se lance comme un défi de descendre dans la rue, arrêter la première personne qu'il croise et que cette personne sera le sujet principal de son prochain roman. Défi qui est un peu compliqué puisqu'on n'a pas le droit de modifier la réalité et il va rencontrer en bas de chez lui ce double littéraire, voilà, Madeleine Tricot, 82 ans. Immédiatement, l'écrivain d'ailleurs se pose la question de se dire est-ce que j'ai vraiment envie d'écrire sur cette femme-là? Et il n'a pas le choix, voilà, il est soumis à la folie de son pari et c'est ainsi qu'il va finalement rentrer dans la famille Martin, la décrire avec toutes les complexités que peut comporter une famille. Alors, bon, vous y avez partiellement répondu, et je sais qu'on vous a posé cette question 1000 fois, mais je serai donc celui qui vous la posera pour la 1001e fois. Est-ce que le premier geste de descendre dans la rue et d'aborder un inconnu, vous l'avez fait, vous, en tant qu'auteur?
Oui, mais alors on m'a posé souvent cette question et ça me fait plaisir parce que j'ai jamais répondu de la même manière. Donc ça n'a pas de gravité pour moi. C'est vraiment un jeu. Pour moi, j'ai alterné souvent des livres plus légers avec de l'humour, avec des livres plus graves comme Charlotte ou Vers la beauté. Et ce roman, La famille Martin, est un roman animé par le côté ludique. D'un écrivain qui va s'amuser finalement à essayer de rencontrer ses personnages, qui va au bout du compte, être malmené par ces personnages. Alors, j'ai très souvent dit que j'avais fait le point de départ et puis que j'avais mélangé avec de la fiction. Mais je me rends compte que tous les lecteurs, enfin, beaucoup de lecteurs qui ont lu ce livre pensent que c'est totalement vrai, puisque le narrateur est très, très proche de moi. Étrangement, c'est assez surprenant parce que j'ai jamais écrit, moi, de livre autobiographique. J'ai jamais parlé de moi dans mes livres. Et ça me surprend plutôt que les lecteurs aient pu penser cela. Mais c'est tout l'amusement, à mon avis, voilà, que j'ai voulu distiller dans ce livre-là. Ce qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire que quand on essaye d'interroger une famille, de rentrer dans une famille, forcément, on devient soi-même un personnage du livre. Et donc, c'est l'histoire d'un écrivain qui va se laisser déborder lui-même par sa propre fiction. Mais ce livre-là, ça me permettait aussi d'aborder tous les thèmes qui m'intéressaient, puisque dans toutes les familles, voilà, il y a l'adolescence, la vieillesse, la difficulté au sein du couple, les relations au travail. C'était pour moi la possibilité d'aller un petit peu partout dans le territoire romanesque. Alors, oui, donc en fait, c'est ça, le livre s'ouvre sur une sorte d'auto-injonction oulipienne presque, hein, c'est une contrainte, c'est presque même une sorte de performance surréaliste, hein, aller dans la rue et voilà, rencontrer un inconnu. Et ça m'a fait penser à Jean-Luc Godard, dont on a beaucoup parlé récemment aussi au Royaume-Uni à l'occasion de sa mort. Et je vais vous raconter une petite anecdote à son sujet. Une archive du British Film Institute a été exhumée là, récemment sur Twitter au Royaume-Uni. C'est un télégramme de Godard qui date de 1968, qui répondait à une invitation des Anglais du British Film Institute à venir à Londres pour parler de ses films. Et Godard avait décliné l'invitation, mais il avait envoyé un télégramme. Et le télégramme dit je suis désolé, je ne peux pas venir, mais prenez la première personne que vous trouverez dans la rue, de préférence la plus pauvre, donnez-lui les 100 livres sterling que vous aviez prévu de me donner et demandez-lui de parler de cinéma avec vous. Vous apprendrez beaucoup plus de choses avec elle que vous n'en auriez appris avec moi, car ce sont les pauvres gens qui inventent le langage. J'ai trouvé ça fascinant et je me suis demandé, est-ce qu'il y avait aussi de cette démarche chez votre narrateur? Est-ce que l'idée de quitter son appartement rempli de livres et de références pour aller voilà, tout simplement au contact de gens, a priori, qui n'ont rien à voir avec la littérature, pour créer de la littérature, justement. Oui, c'est très drôle comme anecdote, mais c'est vrai que c'est un livre sur le laboratoire ludique de la création d'un roman, puisque effectivement, c'est une réflexion sur le divertissement, c'est une réflexion, puisque l'écrivain en permanence se pose la question de savoir si cette famille-là, si les gens qu'il est en train de décrire vont être intéressants d'un point de vue romanesque, vont intéresser le lecteur. C'est vrai que d'entrée, quand il rencontre cette femme qui lui dit « Ok, je veux bien prendre un café avec vous, mais je dois d'abord repasser chez moi parce que j'ai acheté des produits congelés, j'ai pas envie qu'ils dégèlent. » Il se dit « Est-ce que ça, vraiment, c'est intéressant ?» Donc, c'est toute une réflexion aussi sur comment rendre attractif finalement un personnage et comment essayer de faire une sorte de série presque avec des cliffhangers, avec des nécessités voilà, de rebondissement, avec une famille absolument lambda. Oui, et alors, le problème du réel, quand on se colle au réel comme c'est que soit ça coule à travers les doigts comme le sable et on n'arrive pas à le retenir, soit ça colle trop aux doigts, justement, comme de la pâte à pain un petit peu, et on ne sait plus comment s'en dépêtrer. Et en entrant dans le réel, l'équilibre des forces change un petit peu. Ce sont les personnages, ce sont vos personnages, la famille Martin, qui donnent le ton, qui impriment son rythme, qui impriment le rythme au roman. Et le narrateur. Oui, tout à fait. Et puis, il va aussi lui-même être un modificateur finalement de cette famille, quoi. C'est le côté théorème, puisque c'est vrai qu'à partir du moment où on met un élément extérieur dans n'importe quel écosystème,
voilà, cet environnement va être modifié. Et c'est vrai que lui qui a un travail qui a nécessité un peu d'entomologiste, qui a envie de raconter cette famille, de décrypter cette famille voilà, qui lui paraît être un sujet de roman intéressant, va, de par sa présence, modifier tous les comportements. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de me dire que si on pose le regard sur quelqu'un, cette personne va essayer de devenir intéressante, va essayer de devenir un bon personnage de roman. Donc, un bon personnage de roman, ça, c'est toute la question. Et c'est vrai que les personnages de ce livre-là vont tenter de l'être, quitte à travestir ou à trahir leur personnalité. Donc, finalement, pour moi, ce qui m'intéressait, c'était de prendre une famille et de la faire exploser. Et c'est vrai qu'il va se retrouver lui-même au cœur de secrets, de complexité et de devenir lui-même un acteur, malgré lui, de cette famille. Alors, vous parliez d'environnement. Il y a une grande différence entre vos deux romans, David et Gauze. La famille Martin se déroule dans le 17e arrondissement. On le sait au début, c'est mentionné, mais ensuite, les lieux ne sont pas du tout décrits. Ça pourrait se passer n'importe où. En revanche, Debout payé, Gauze, c'est très ancré dans une réalité parisienne. On parle beaucoup du quartier de la Chapelle, on parle beaucoup de la maison des étudiants ivoiriens de Paris. Et c'est paradoxal d'une certaine manière, puisque bon, vous avez écrit ce livre en Côte d'Ivoire. Oui, avant de répondre à ta question, moi j'aimerais juste dire à propos du livre de David que en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a beaucoup de gens, il y a plein de jeunes qui veulent savoir comment on écrit et tout ça, machin. Et désormais, en préparant, j'ai lu La famille Martin, hein, et qu'est-ce que je me suis éclaté quand même en 30 Merci. ans. Merci beaucoup. Et en fait, désormais, là, les gamins, là, quand ils vont me demander, ouais, c'est quoi écrire et tout ça, je leur dis, écoutez, les gars, calmez-vous. Allez lire la famille Martin de David Fuenquinos, vous allez voir, vous allez comprendre c'est quoi la cuisine interne d'un auteur. Mais qu'est-ce que je me suis marré, je me suis tellement retrouvé dans plein de choses dedans. Bon, enfin bref, donc voilà. Merci, c'est trop sympa, merci beaucoup. Et pour venir sur le fait, le lieu, quoi, autant David, il est dans le lieu de la tête, en fait, mais moi, en tant que personne en permanence en mouvement, c'est des trajectoires, en fait. C'est quand même, c'est quand même un livre du mouvement, Debout payé, même si le mec, il est statique. Quand il regarde les gens, c'est véritablement un livre du mouvement. Le mouvement dans l'espace, mais aussi dans le temps. L'idée, c'était de dire que quelqu'un qui arrive là, un vigile qui est là, il répond aussi à toute une sorte d'histoire, d'ancestralité, d'une présence ouvrière, étrangère en France, ou bien étrangère ou coloniale, peu importe, en France. Donc, il y avait cette idée-là. Et aussi quand on est dans ces conditions sociales de travail, on est très assigné à des lieux, en fait. Donc, souvent, tu quittes un endroit populaire, difficile, pauvre, pour exercer ton métier de vigile dans un endroit select, riche, consumériste, ailleurs. Et donc pour moi, c'était super intéressant de décrire les lieux et les trajectoires qui lient ces lieux-là. D'ailleurs, dans Debout payé, avant la première journée du vigile, il décrit son chemin et on voit comment évolue l'espace jusqu'à ce qu'il arrive dans ce lieu de travail un peu très caractérisé, très caractériel et très caractérisé. Donc voilà, donc c'était important pour moi d'habiter des lieux et de fabriquer des trajectoires parce que c'est comme ça que vivent ces personnages et c'est comme ça un peu que moi aussi je vis depuis toujours, entre lieux et trajectoires. J'ai dit tout à l'heure que le livre avait reçu le prix des libraires Gilbert Joseph, mais il a reçu également un prix très important, c'est le prix des lycéens, des apprentis et des stagiaires de formation professionnelle. Et ça, je crois que c'est important pour vous parce que vous vouliez écrire un livre de grande qualité littéraire, mais qui soit aussi accessible aux néophytes, aux gens qui n'ont pas l'habitude de lire. Et le pari est gagné. Ouais, c'était pas évident, en fait. C'était pas évident, mais en fait, le fait que ce soit mon premier livre aussi permet ça. Permet d'avoir un peu de culot, de se dire de toute façon, je ne pars sur la base d'aucune réputation, de quoi que ce soit à tenir. Et donc, je peux me permettre ça. Et en fait, et ces apprentis-là, ils étaient bien dans le sens, on va dire, traditionnel capitaliste
de l'ouvrier, en fait, qui reconnaissait un peu la place que la société lui destinait. Il y avait quelque chose de ça, et dans un langage que lui, il avait le sentiment de comprendre aussi. Et il faut dire aussi que donc, ces milieux d'apprentis sont des milieux ethnologiquement et ethniquement très diversifiés. Comme le livre, ça fait que chacun pouvait trouver un angle d'entrée dans le livre, c'est ça. Et c'est pour ça que j'étais particulièrement fier de ce livre. Enfin, en tout cas, de ce prix-là en particulier. Oui, de ce prix. Alors, il y a un point commun qui vous relie, tous les deux passionnés par le cinéma, tous les deux scénaristes. Gauss, vous avez même parlé du cinéma comme d'un art total, un art même intrinsèquement africain dans sa façon d'user de l'oralité, des images. Pouvez-vous nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, bah, de toute façon, je viens du cinéma, du documentaire d'abord. J'en ai écrit quelques-uns. Là, j'écris de plus en plus de séries. Pour moi, en tant que point d'accès à la culture, le cinéma, c'est quelque chose de total, vraiment, véritablement total. Et c'est très africain pour des raisons simples. L'usage de la langue, l'usage de la langue de la langue parlée, l'usage de l'image. En Afrique, en fait, la langue est systématiquement porteuse d'images. Systématiquement porteuse d'images. Donc, quand tu apportes du cinéma en Afrique, en fait, les gars ils voient, enfin, la capacité d'image augmente dans la tête des gens. Il y a aussi le mouvement dans le cinéma qui est très africain. Enfin, mais vraiment, hein, la forêt, c'est pas un endroit où les gens sont statiques. En fait, ils sont en permanence en train de bouger, ils sont en permanence en train de parler de mouvement et tout ça. Donc vraiment, pour moi, le cinéma, j'ai découvert. En fait, je me suis découvert naturellement cinéaste. En fait, j'ai dit mais ouais, mais ça, je sais parler cette langue. C'est pour ça que la première des choses que j'ai écrites, c'est un scénario d'un film de 2 heures et demie. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, de vous payer, je l'ai construit avec des espèces de succession de courts-métrages, en fait, dans les magasins. Chaque scénette est littéralement un court-métrage, un cadre posé, avec des gens qui passent dedans, qui disent des choses, ou d'ailleurs ne disent rien, d'ailleurs. En cela, Godard, que tu citais tout à l'heure, pour moi, il était très vite une de mes idoles, parce que quand j'ai vu le premier film de Godard que moi j'ai vu, c'était pas la nouvelle vague, c'était Lettre à Freddy Buach. Et ce film était incroyable. C'était tout ce que moi je pensais, je théorisais du cinéma, quoi, cette espèce de liberté totale dans la position de l'image, dans la capacité de la monter, de la découper, dans la voix au-dessus, la voix en dessous, dans ce que ça dit, dans ce que ça ne dit pas. Et en cela, ça me faisait penser exactement à comment ma grand-mère me racontait des histoires. Donc voilà, il y avait ce parallèle-là que je fais toujours en permanence. Et vous dites aussi que dans les films d'action, les vigiles, ce sont les premières victimes. Dès la première toujours ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a des films, tu comptes, il y a 200 vigiles qui sont tués, quoi. C'est-à-dire, le mec, vraiment, c'est des faire-valoir. Et c'est pas mal. D'ailleurs, le film décrit pas mal de choses cinématographiques comme ça dans sa position de vigile. Et donc voilà. Donc je me disais que si ce vigile-là était dans un film, il serait le premier à mourir, en fait. Alors, Gauss, vous l'avez dit, vous venez du cinéma, vous êtes arrivé à la littérature. David, c'est un peu l'inverse. Vous avez commencé par écrire des livres et vous les avez ensuite adaptés avec votre frère. Comment vous appréhendez ce rapport entre la littérature et le cinéma? Oui, on a adapté un de mes romans une seule fois. Hein, c'était La délicatesse. Oui, avec Audrey Tautou et François Damiens. On a eu cette chance d'avoir ces deux acteurs. C'était vraiment une passion depuis la plus grande adolescence. Hein. Moi, j'étais vraiment totalement cinéphile grâce à mon frère au cinéma. Et c'est vrai que voilà, j'ai écrit des romans, mais on avait vraiment très, très envie pendant très longtemps de faire du cinéma. Ça a été un très long cheminement. On a fait un premier court-métrage en 2005 qui s'appelait Une histoire de pieds. Voilà, un film où on voyait avec des pieds. Je pense qu'on peut s'en passer, mais voilà, ça a été un long cheminement. Et c'est quand j'ai publié mon premier roman, La délicatesse, alors qu'on avait plein de projets, on écrivait des scénarios, ça marchait jamais. On n'arrivait pas à monter de film. Mon frère m'a dit, mais cette histoire, c'est ça qu'on doit faire au cinéma. Et c'est vrai que c'est aussi
moi, je trouve que Gauze a totalement raison quand il parle d'un art total, pour d'autres raisons aussi. C'est-à-dire que c'est le travail avec les acteurs, c'est la lumière, ce sont les costumes, ce sont voilà, tout ce qui, les accessoires. Pour moi, c'est extrêmement fascinant et excitant de pouvoir créer un monde. Alors, avec plus ou moins de réussite, hein, mais voilà, nous, on a fait 3 films et on prépare maintenant un prochain film. Et c'est une grande chance, voilà, quand on est écrivain, de pouvoir alterner des moments voilà, où on est seul dans son lit avec son imaginaire. On devient vigile, on devient voilà, tout type de personnage. Et puis des moments où on a la chance de pouvoir travailler avec toute une équipe. David, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que donc finalement, on a la même trajectoire en réalité. Carrément. Ouais, je disais à plein de gens, écoutez les gars, moi à la base je suis cinéaste, j'ai toujours rêvé de faire des films, d'en écrire, de réaliser tout ça, et que je m'y suis attelé, j'ai fait un court métrage, mon premier court métrage c'était en 2005 aussi. J'ai fait un court métrage et tout ça, j'ai commencé à faire des documentaires, à écrire des scénarios, et c'était galère de monter un film en termes de production. Donc ce que je dis aux copains, je dis vous savez en France c'est déjà super dur pour un blanc bien de monter un film. Donc, imagine un noir qui vient d'arriver, qui n'a pas de truc. Et donc, par frustration, j'ai commencé à écrire des bouquins. Parce que là, au moins, je ne suis pas obligé d'avoir 17 000 prods et tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, un jour, je vais revenir au cinéma. Et donc, voilà, finalement, on a fait à peu près la même chose. C'est ça, le problème du cinéma, c'est que c'est très cher. Mais la nouvelle vague… Cher pour tout le monde. Cher pour tout le monde, mais les cinéastes de la nouvelle vague ont aussi eu cet apport en disant, voilà, on peut faire du cinéma avec peu de moyens. Ça, c'est aussi une belle leçon. David, je voudrais revenir peut-être j'ai dit que dans La famille Martin, les lieux n'étaient pas décrits, mais les personnages ne sont pas décrits physiquement non plus. Est-ce que cette indétermination est délibérée ou est-ce que c'est simplement l'effet du hasard? Non, c'est délibéré dans tous mes romans. Je décris très rarement les apparences physiques. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la psychologie. J'essaie d'aller voilà, de les ressentir dans leur façon d'être, mais pas forcément physiquement. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de cinéma, c'est assez marrant quand j'ai des propositions parfois d'adaptation de mes romans. Elles pourraient envisager, et c'est vrai que ça me permet de voir comment ils imaginent ce personnage que je ne décris pas. C'est assez excitant finalement cette part de liberté aussi au lecteur de pouvoir envisager le physique d'un personnage, je trouve. Moi, quand on avait fait d'ailleurs la délicatesse, on avait eu, pour nous, c'était un miracle absolu. On était inconnus, c'était notre premier film. Le livre n'était pas encore un succès, de convaincre Audrey Tautou qui à l'époque recevait des centaines de scénarios par an, qui faisait qu'un film par an. Et elle a aimé cette histoire et elle a voulu faire un premier film. Et donc, c'était un miracle pour nous de la convaincre. Et tout le monde beaucoup de lecteurs me disaient, mais pourquoi vous avez pris Audrey Tautou? Parce que dans le livre La délicatesse, Nathalie, l'héroïne, est blonde. Et j'avais évidemment jamais décrit la couleur de ses cheveux. J'avais simplement parlé d'une féminité suisse, ce qui ne veut absolument rien dire, puisque chacun met ce qu'il veut dans des pays. Mais j'aime bien utiliser comment dire, les pays comme adjectif. Et donc, tout le monde l'imaginait blonde, comme quoi, voilà, moi, c'était pas comme ça que je la voyais. Et ça laisse aussi une part, voilà, de liberté supplémentaire. Après, les adaptations, j'ai refusé, moi aussi, pas mal d'adaptations. Je trouve que ça enferme aussi la beauté d'un roman, qui est cette part de liberté du lecteur, d'imaginer, d'envisager lui-même la façon dont il voit les choses. Oui, parce que le cinéma, on est sommé de déterminer chacun des personnages. Alors maintenant, quand on lit La délicatesse, effectivement, la plupart des lecteurs qui imaginent Nathalie la voient sous les traits d'Audrey Tautou, ce qui est aussi une chance, et merveilleux. Mais voilà, ça délimite un peu ce champ fantasmé de chaque lecteur. Alors, pour en revenir à La famille Martin, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un aspect théorème. Ça fait penser à théorème de Pasolini. D'ailleurs, vous le dites dans le livre. Théorème sans les rapports sexuels et sans la perversité. Il y a aussi une différence que le point de vue est celui de l'étranger et non celui
de la famille. Est-ce que dans la composition du livre, vous avez peut-être pensé à cette option de faire alterner les deux points de vue de la famille sur l'étranger qui arrive chez eux avec le point de vue de l'étranger que vous avez? Non, j'ai pas pensé à ça, mais j'ai d'entrée pensé à l'idée que ce qui était excitant d'un point de vue romanesque, voilà, ou même dans un point de vue narratif, même au cinéma, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient avec un projet, avec une idée de comment vont se passer les choses, et qui va lui-même être, comment dire, victime de sa propre idée d'une certaine manière. Donc l'idée que on n'alterne pas forcément les points de vue, mais l'écrivain va lui-même devenir un personnage, et donc d'une certaine manière, la famille en question va écrire d'une certaine manière le livre à ce moment-là. Donc c'est plutôt pas un changement de point de vue, mais une inversion des rôles. Mais c'est ce qui se passe dans n'importe quelle situation, hein. Je pense que même d'un point de vue psychanalytique, il arrive que certains patients se mettent d'une certaine manière à vouloir jouer les bons patients face à leur psy et modifient le comportement du psy d'une certaine manière. En effet. Pour en revenir à Debout payé, Gauze, il y a un aspect de critique sociale qu'on a abordé brièvement tout à l'heure, mais je voudrais qu'on en parle un peu plus. Vous décrivez les petits travers de chacun et de chacune, surtout puisque les personnages qui fréquentent les magasins où travaille Osiri sont des magasins de vêtements féminins et de parfums. Donc, vous décrivez beaucoup de femmes. Est-ce qu'on apprend beaucoup des gens lorsqu'on les voit se livrer à des achats comme ça du matin au soir? Ah ouais, mais il y a tout. Le magasin, le lieu de consommation est devenu un endroit tellement important dans la vie de tout le monde, maintenant toute la planète quasiment, que désormais c'est un lieu aussi de psychologie et de psychanalyse assez facile relativement, parce que on consomme comme on est dans la vraie vie en fait, en réalité. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. On consomme comme on est, ou on consomme comme on voudrait être aussi des fois. Et donc parfois il y a des situations assez, en fait, les gens deviennent très vite caractérisés quoi. Dès qu'ils rentrent dans un magasin, chacun a des habitudes. Voilà. D'autres viennent avec ce qu'ils sont dehors, d'autres oublient ce qu'ils sont dehors pour être dedans et deviennent une autre personne. Il y a des gens qui peuvent être tout à fait gentils en dehors du magasin, mais dès qu'ils rentrent dedans, ils deviennent le consommateur roi, par exemple, de qui on doit s'occuper et tout ça. Alors que 2 mètres avant, c'est géographique. 2 mètres avant, c'est des gens tout à fait charmants, sympathiques, mais dès ils traversent les 2 mètres pour entrer dans le magasin, c'est le client est roi, des choses comme ça. Il y en a qui deviennent, il y a les hésitants, ceux qui savent pas trop quoi faire. Il y en a qui viennent là juste par ennui, les compulsifs. Enfin, voilà, vraiment le magasin réuni finalement tout ce qui peut se faire dehors, mais comme c'est un lieu concentré, en fait, on a de la matière concentrée assez rapidement en tant que romancier ou en tant que quelqu'un qui décrit des situations. Ça serait un sujet de film incroyable ou même de pièce de théâtre, hein. Tout à fait. Ah bah ouais, en théâtre, Debout payé a été joué en théâtre, mais même pas en apprenant les textes, en lecture. Même en lecture, ça marche. Même en lecture, ça marche tellement tout de suite, ça crée de l'empathie puisque chacun se reconnaît dans les habitudes de consommation qui sont décrites dedans. Le livre fourmille vraiment de scénettes comiques, cocasses, hilarantes. Il y a beaucoup d'humour dans ce livre, il faut le dire. Il y a notamment un passage d'anthologie, peut-être vous pouvez en parler, c'est la réaction des différentes nationalités quand sonne le portique de sécurité. Ouais, le portique de sécurité, c'est vraiment le truc qui sert à rien, vraiment, quoi. C'est vraiment fait pour marquer une injonction. En fait, en réalité, en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que ce truc-là n'est pas légal du tout. Et il n'est pas censé te rappeler à l'ordre. Mais tout le monde est embrigadé de sorte que dès qu'on entend le portique sonner, on s'arrête et on réagit en fonction de comment on est, en fait. Par exemple,
une personne d'origine arabe de banlieue ou va se dire mais non, pourquoi moi encore? C'est tout de suite la réaction parano, quoi. Je sais pas moi, les Chinois, ils n'entendent pas le portique de sécurité. Ouf, on mine de ne pas l'entendre. Ils tracent direct. Les Américains, par exemple, ils sont super sympas quand ça sonne parce qu'ils ont l'habitude de ça, quoi. Donc, ils arrivent vers le vigile systématiquement en ouvrant la banane et tout ça. Les Brésiliens, je sais pas ce qui se passe là-bas, hein. Là-bas, ça les rend complètement fous. Ils ont l'impression que quelqu'un va tirer, quoi. Donc, eux, c'est tout de suite les mains en l'air, quoi. Donc, voilà. Il y a plein de choses comme ça. Ou les Noirs, c'est encore moi. Putain, j'étais sûr que tu allais tomber sur moi. Tout ça est très drôle. C'est caricatural, mais c'est ça aussi. On devient des caricatures à partir du moment où on rentre dans le magasin ou dans ces lieux-là. On devient des caricatures dès qu'il y a. On redevient facilement des caricatures, quoi. Voilà. Donc, c'est assez drôle de pouvoir. C'est assez facile, mais c'est assez révélateur aussi de pouvoir décrire tout ça. Alors, il y a une autre catégorie de population que vous décrivez comme les voleuses d'épilation, qui a été traduit par Frank Wynne en Cosmetic Kleptomaniacs, ce que je trouve assez fin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les voleuses d'épilation? Ça, personne ne peut savoir ça si tu n'as pas été vigile. Dans les magasins de beauté, là, en fait, il y a des femmes qui, surtout, ça c'est surtout sur les Champs-Élysées, dans le 16e là-bas, chez les très riches. Et en fait, tu peux te faire des épilations, mais c'est un truc, c'est pas un objet, une épilation. C'est pas un objet, donc tu n'es, c'est pas un objet, donc techniquement, tu peux sortir sans faire sonner les portiques, en fait. Et donc, c'est au vigile d'être vigilant pour savoir qui s'est fait épiler les sourcils avant de sortir. Et la plupart du temps, franchement, elles s'en vont sans payer. Et donc, c'est assez délicat de dire à la dame bien habillée qui a un collier de perles qui coûte 40 000 euros, et madame, passez payer juste vos 30 euros ou 40 euros d'épilation. Et ça, c'est systématique. C'est systématiquement souvent les plus riches. Donc, il y avait quelque chose de kleptomaniaque dedans, on va dire, de maladif. Donc, c'était assez drôle. On les voyait venir de très loin. On savait comment ça allait se passer. Et en fait, il fallait juste trouver des termes polis. Elles ont besoin de trouver des termes polis pour passer à la caisse. Donc, ce sont celles-là, les voleuses d'épilation. Donc, il y a tout cet aspect de critique de la société de consommation qui est très important. Vous écrivez « Si elle se répétait aujourd'hui, la prise de la Bastille libérerait des milliers de prisonniers de la consommation. » Et on parlait… Oui. Ah oui, la Bastille. Il n'y avait personne à la Bastille le 14 juillet 1789. Il n'y avait vraiment personne. Il y avait genre 14 prisonniers à la Bastille, parmi lesquels le marquis de Sade. Donc voilà, c'est ça que ça libérait. C'est ça que ça libérait. Donc du coup, la Bastille est plus un symbole. Et donc maintenant, pour moi, il représente véritablement le symbole, à cause de toutes ces boutiques, le symbole de ce qu'est devenu la société française. Donc désormais, aujourd'hui, une prise de la Bastille, ce serait libérer les gens de la consommation. On parlait de Pasolini tout à l'heure. Pasolini a été très critique sur la société de consommation. Il considérait même qu'elle était plus grave encore que le fascisme politique des années staliniennes, que la société de consommation vole l'âme des gens, selon lui. Est-ce que vous iriez jusque-là, Goz? Je l'écris quasiment, quoi. Non seulement je le dis, mais je l'ai quasiment écrit tout le long de ce roman. Mais en fait, l'idée, c'est pas de le claquer comme ça, jeter à la figure des gens. C'est en détricotant cette manière de vivre, cette manière d'être, en détricotant ça, on finit par se rendre compte de cette évidence. Moi, j'ai une idée politique du monde très simple, c'est décapitaliser le monde. Et vraiment, moi, je suis un des derniers communistes. Enfin, je dis toujours, moi, je suis communiste. Pas le truc de Staline et machin, j'ai pas à me justifier de ce qu'ils ont fait. Hein. D'ailleurs, eux-mêmes ne se sont jamais dit communistes, ils se sont toujours dit socialistes. L'Union des républiques socialistes soviétiques. Moi, je pense vraiment à l'idée de partager l'outil de production et son fruit, que cette idée doit devenir mondiale pour que, justement, on réponde aux défis à venir qui sont l'écologie, ces espèces de guerres d'idiots là, qui se passent là. Voilà, tout ça doit se remettre dans un contexte un peu plus humain que pour moi. On ne peut
résumer que dans quelque chose de l'ordre du partage, de l'ordre de la diffusion des idées plutôt que du matériel. D'ailleurs, le capitalisme s'est vachement emparé de cette notion de beauté du geste, de cette notion de cette notion de beauté, en fait, qui est pour moi une espèce d'essence de l'humanité. Le capitalisme s'est vachement emparé de ça pour s'imposer dans le monde. Voilà, tout est devenu que jeu. Et avec cette espèce d'enjeu mondial justement du partage des moyens de production et de ce que ça donne. Le monde n'a jamais été aussi près de partager. Le monde n'a jamais été aussi riche. Donc, le monde n'a jamais été aussi près de pouvoir partager cette richesse-là de façon équitable partout. C'est pas, ça a l'air bené comme ça, mais j'y crois sincèrement. Alors, le livre parle de ça aussi. Ce ne sont pas simplement des scènes vues. La construction du livre est double en quelque sorte, puisque vous alternez ces scènes vues avec la grande histoire de l'immigration africaine à Paris, au travers de plusieurs périodes, que vous appelez l'âge de bronze, 1960-1990, l'âge d'or, 1990-2000, et l'âge de fer, après les attentats du World Trade Center. En quoi ces trois âges que vous exposez caractérisent-ils l'immigration récente des Africains à Paris? Alors, donc, l'âge de bronze, en fait, c'était le moment qu'ils appellent les 30 glorieuses. C'est le moment où on avait vraiment besoin de main-d'œuvre et où l'émigration était voulue, en fait. Et pendant cette période-là, non seulement on voulait des bras, mais aussi on voulait des cerveaux. Moi, mes parents, ils ont fait leurs études en France. Tout ce qui existe comme matériel politique qui gère l'Afrique en ce moment, fait ses études en Europe, en Occident, en Angleterre, en France, en Allemagne. Et donc, c'était véritablement pour moi un temps vraiment révolu. Et puis, il y a eu donc l'âge de bronze, et puis il y a eu 74, la fameuse crise du pétrole, où tout le monde, à la première crise, tout le monde s'est replié sur lui-même, quoi. Les papiers, le titre de séjour a été inventé en 1974 en France. C'est à peu près l'équivalent aussi en Angleterre. Le titre de séjour en France a été inventé en 1974 lors de la crise. Et donc, à partir de ce moment, ça a été très dur. Ça commençait à être dur, quoi. Mais seulement, ils étaient déjà là. Toute l'immigration était là. Et donc, c'est-à-dire qu'ils se sont fabriqués là-bas, ils ont fabriqué de la descendance, qui ont commencé à travailler, à faire des choses plus ou moins intéressantes. Par exemple, dans le métier de vigile, dans les années 90, que j'appelais l'âge d'or, il était possible à un Africain d'avoir sa propre maison de sécurité, d'avoir son propre restaurant, sa propre chaîne de restaurants, etc., etc. Donc, c'était un peu véritablement l'âge d'or. Ils sont devenus un peu, on va dire, califes à la place du calife. Ils sont devenus capitalistes à la place des anciens capitalistes. Et puis, il y a eu, dans le métier de vigile, il y a eu 2001, pardon. Donc, quand il y a eu les attentats du World Trade Center, tout le monde s'est dit, on ne peut pas laisser des sociétés de sécurité à des Noirs et à des Arabes. On va à nouveau les mouler dans ce qu'on reconnaît comme le plus sûr, donc des gens qui nous ressemblent. Et donc, c'est redevenu à nouveau très dur d'avoir un métier dans la sécurité. Alors que c'est des métiers, en fait, qui sont faciles pour des immigrés, parce que c'est le seul endroit où on pouvait les employer sans qu'ils aient de papier. Donc, c'est redevenu l'âge de fer, l'âge d'acier même, l'âge d'airain, parce que c'est redevenu à nouveau dur d'avoir un métier quand on est dans une situation fragile de quelqu'un qui n'a pas de titre de séjour. Bon, en Angleterre, on demande pas des papiers pour travailler, on demande juste ta sueur et ton sang. C'est pas mal déjà. C'est différent, en effet. David, dans tous vos livres, il y a une sorte de fil rouge, en quelque sorte, c'est la réinvention de soi, le renouveau. D'où vient cette, je dirais pas cette obsession, mais ce leitmotiv qu'il y a dans vos livres? Oui, c'est vrai que tout à l'heure, je disais que j'ai écrit des livres très, très différents les uns des autres, dans des tonalités différentes. Parfois graves, parfois plus légères. Et je me suis rendu compte, alors que j'avais le sentiment d'aller dans des univers très différents. Mon dernier livre, là, qui vient d'être publié en France et qui sera bientôt en anglais, numéro 2, parle du casting de Harry Potter. Donc voilà, encore un sujet extrêmement différent. Mais je me suis rendu compte que toutes mes histoires, enfin en tout cas la plupart de mes histoires étaient traversées par la réinvention de soi. En tout cas,
des moments de vie marqués par une épreuve et la nécessité voilà, de modifier sa trajectoire. Peut-être que c'est lié à mon histoire personnelle, puisque j'ai été, moi, gravement malade à l'âge de 16 ans. J'étais opéré du cœur et ça m'a propulsé voilà, dans une nouvelle vie, hein, puisque tous les gens qui ont été gravement malades connaissent ça. Après, j'ai été voilà, en lien avec, davantage avec le sensible, avec la beauté. Je me suis mis à lire, à écrire. Et c'est vrai que c'est une thématique qui est très, très récurrente. Hein. Même quand j'avais écrit mon livre sur Charlotte Salomon, Charlotte, ça parlait voilà, d'une femme qui traversait, une artiste, un immense artiste qui traversait de nombreuses tragédies personnelles et qui allait se sauver d'une certaine manière par la création, par la beauté et la culture. Et c'est vrai que c'est un thème voilà, qui revient souvent. Et dans La famille Martin, oui, c'est l'idée de toute façon d'un écrivain qui va au bout de ses capacités à pouvoir écrire un roman et donc il va devoir chercher d'une certaine manière une nouvelle façon d'écrire et de s'inventer. Il y a, en ce moment, dans les cercles universitaires, il y a, dans la recherche en littérature, il y a un courant qui s'attache beaucoup à l'idée de la littérature comme façon de réparer le monde. Il y a un livre d'Alexandre Geffen qui s'appelle comme ça, voilà, Réparer le monde. Est-ce que, David, vous verriez vos livres comme des tentatives. Oui, alors j'ai pas cette ambition extrême de m'attaquer au monde, mais en tout cas déjà de réparer la trajectoire de ces personnages, c'est totalement ça, bien sûr. J'ai écrit, oui, ça arrive très souvent d'ailleurs même de réparer. J'ai écrit des livres de consolation d'une certaine manière par moment. C'est le cas de La Délicatesse. C'est vrai que c'est l'histoire d'une veuve qui va rencontrer un Suédois dépressif, mais elle va réparer son monde qui n'existe plus puisque son mari est mort. Donc d'une certaine manière, oui, j'aime bien la thématique de la réparation, de la consolation, en tout cas de la résilience d'une certaine manière, mais sans qu'on verse trop facilement dans le cliché du livre qui pourrait être une sorte de pansement voilà, sur la laideur ou sur comment dire, les difficultés que peuvent traverser les personnages. Moi, j'aime bien l'idée de me dire que le chemin est très souvent barré, on est souvent confronté à l'impossibilité de s'accomplir, mais d'une certaine manière, on peut trouver la voie. On pourrait considérer que cette réparation du monde, c'est une forme d'optimisme. J'essaye de l'être, même si je fais des allers-retours. Hein. Comme tous les écrivains, je suis sûr que Gauze, avec son sourire éclatant, doit être un peu dépressif aussi, quoi. On est tous des dépressifs de bonne humeur, je crois, les écrivains. Des dépressifs. Moi, je suis un dépressif. Effectivement, je vais apprendre ta définition, un dépressif de bonne humeur, mais surtout très optimiste. Moi, par contre, je suis tout le temps optimiste, en fait. Ouais. Je suis vraiment, vraiment, mais par quintessence optimiste. C'est pour ça que j'arrive à être dépressif. Et donc, parce que je sais que, mais vraiment, mais c'est pas une espèce d'optimisme béat. Parce que je crois qu'on va vers on ne peut qu'aller vers le bon, en fait. On va vers le bon systématiquement. Je crois aux générations à venir et tout ça. Et dans l'idée de réparation du monde dont tu parlais tout à l'heure, c'est dur, hein, ça peut être prétentieux de dire ouais, qu'on repart le monde, mais moi je pense que écrire des livres, c'est systématiquement offrir de la beauté. C'est vraiment ça, donner une part de beauté, de finesse. Et ça c'est ce qu'on fait tous en réalité, quel que soit notre état d'esprit. Sinon, on théoriserait on ferait des grandes théories et puis on avancerait avec ça. Mais je pense que chaque fois qu'on écrit des livres, moi, je n'ai pas l'impression de donner de l'intelligence systématique aux gens. Et d'ailleurs, j'ai l'impression d'être un peu en intelligence, un peu en dessous du lecteur. Parce que moi, ce que je vais mettre des heures et des mois à comprendre, lui, il va le comprendre en 2-3 chapitres, rapidement, quoi, des années d'études. Le gars, il comprend ça en 10 minutes. Donc, je crois sincèrement qu'on partage ce qu'on partage le mieux, c'est l'intelligence. Et que donc c'est facile, c'est pour ça qu'on peut écrire, c'est facile d'offrir de l'intelligence aux gens. Et donc nous, ce qu'on fait, notre contribution à réparer le monde, c'est d'offrir justement ces petits bouts de beauté là sur lesquels l'intelligence s'agrippe pour pouvoir améliorer le monde. Après chacun en fait ce qu'il veut, mais bon voilà.
Mais je crois sincèrement qu'on fabrique un tout petit peu, un peu de beauté, et que c'est ça notre prétention la plus grande. Elle n'est pas trop grave parce que ça nuit à personne en général. Mais voilà, en tant qu'écrivain, je pense que c'est ça ma prétention la plus grande, c'est d'offrir un petit peu de beauté parce que je sais que il y a de l'intelligence derrière qui peut toujours attraper ça. Eh bien, écoutez, je vais conclure sur ces mots magnifiques de la beauté offerte par des dépressifs de bonne humeur. Voilà le résumé de ces deux livres dont je rappelle le titre, Standing Heavy de Goes, dans la traduction de Frank Wynne aux éditions Macleod Press, et The Martins de David Fuenkinos dans la traduction de Sam Taylor aux éditions Gallic. Merci à tous les deux. Merci au Festival des Arts de Belfast et à bientôt. Merci. À bientôt. Ciao.